silence et la colère de Pierre Lemaître, une histoire profonde des années 1950 en France. Le livre dépeint une scène plutôt chaotique. Vous savez, celle où les résidents d'un village sont déplacés forcément pour construire un barrage hydroélectrique. C'est l'exploitation frénétique de la France d'après-guerre, en quête d'énergie et de développement. Ressentez-vous déjà les émotions fortes? Parce que Lemaître, ce qu'il fait bien, c'est nous faire vivre le tumulte émotionnel de cette époque. Il nous montre comment la société a dû se transformer et s'adapter aux impératifs du progrès, et franchement, ça ne fait pas que des heureux. Chacun de ces personnages subit l'expulsion de son territoire et se sent sacrifié sur l'autel du progrès. Ça donnerait à quiconque la colère, non? Les thèmes du silence et de la colère sont si savamment explorés ici, vous allez adorer découvrir comment chaque protagoniste porte ses sentiments en lui. Et vous savez quoi? Le barrage, malgré son impact destructeur sur la petite communauté, est aussi présenté comme symbole de l'ambition constructive de cette époque. Il représente le désir d'énergie qui a finalement contribué à nos problèmes environnementaux actuels. Et ici, Pierre Lemaître ne manque pas d'utiliser le barrage comme métaphore du pouvoir, de l'oppression et de la répression. Les habitants forcés de partir, leurs histoires silencieuses se heurtent à une colère latente contre ces forces qui imposent ce progrès. Mais l'auteur ne présente pas cela comme une fatalité, loin de là. Il nous offre une fenêtre sur les complexités de cette époque, et bien sûr, éclaire les problèmes de notre propre temps. Même s'il s'ingéniait à imaginer toutes sortes de prétextes, ne résistait que pour la forme. Ce qui, dès février, les chagrinait, était moins cette corvée annuelle de se rendre à Beyrouth que l'obligation pénible de devoir encore, à leur âge, obéir à une injonction paternelle. Cette année, chacun avait ses raisons pour tenter une nouvelle fois de se soustraire à cette obligation. Hélène avait la hantise d'une trahison, Jean l'angoisse d'une faillite, François, lui, ne vivait plus depuis que Nine avait disparu. Son patron l'avait chargé d'une expertise en Normandie. Partie mardi matin, elle devait rentrer ce vendredi. Personne au train la veille au soir, aucun message. À son hôtel, on assurait qu'elle avait quitté l'établissement en fin d'après-midi avec sa valise. Depuis, plus de nouvelles. François était resté sur le quai jusqu'au dernier train en provenance de Rouen. Il s'était couché à minuit, mort d'inquiétude. Si on lui avait demandé ce qui était l'essentiel de sa vie, malgré sa passion pour le journal du soir où il travaillait comme reporter, il n'aurait pas hésité, c'est Nine qui l'aurait désigné. Ils étaient tombés amoureux au premier regard, s'étaient jetés l'un sur l'autre à la seconde rencontre. Le corps de Nine était la réponse à toutes ses attentes. Il n'avait plus un millimètre d'elle à découvrir, et son odeur, sa peau, sa chaleur, ses lèvres, ce satin, sa toison, ce velours, étaient devenus, en 4 ans, le pays qu'il habitait. Nine, souvent silencieuse, se pendait à son cou et donnait l'impression, elle aussi, d'être arrivée quelque part et de ne plus vouloir s'en aller, quoiqu'elle refusât toujours d'envisager une vie commune. Aurait-il dû insister pour partir avec elle? Lorsqu'il avait parlé de prendre un congé pour l'accompagner, la jeune femme s'était emportée. « Je ne suis pas à ta charge, tu n'es pas mon père. » Elle ne supportait pas qu'il tente de l'aider. Réflexe fréquent chez les orphelins, s'était dit François, ils n'aiment pas à dépendre des autres. Il la revoyait lorsque, très excitée, elle avait annoncé ce déplacement. Il fallait inventorier une bibliothèque, préciser la commande, évaluer le travail, établir un devis. C'est la première fois qu'il m'envoie seul sur une affaire si importante. Nine était une ravissante brune de 26 ans, avec une bouche très petite et des yeux incroyablement denses et brillants. Elle travaillait chez Léon Florentin, reliure d'art et restauration de livres anciens, activité très solitaire, silencieuse, qui lui convenait à merveille. Elle y faisait montre d'une grande habileté. Monsieur Florentin, lui aussi, en l'acceptant en apprentissage, s'était interrogé sur son léger accent hongrois, hollandais, nordique. Il s'agissait, en réalité, d'une difficulté de langage. Nine, depuis l'adolescence, était sourde à 90%. Le peu qu'elle percevait lui parvenait à travers un matelas, c'est ainsi qu'elle l'avait expliqué à François. Peu à peu, à force de ne plus s'entendre elle-même, elle avait commencé
à articuler plus difficilement. Craignant de hurler sans s'en rendre compte, elle avait aussi pris le pli de parler très bas. On devait prêter l'oreille pour la comprendre. Elle fixait les gens avec une insistance qui en avait gêné plus d'un. Il fallait du temps pour comprendre qu'elle lisait sur les lèvres. Elle fuyait les circonstances où il y avait du monde, s'y sentait perdue, toujours peur de passer à côté, d'être ridicule. Elle n'avait jamais appris la langue des signes, ni essayé quelque prothèse que ce soit. Elle ne voulait rien savoir. « Je vis ainsi », disait-elle, et la vie était une acrobatie sociale permanente, extrêmement oppressante, qui provoquait chez elle des colères rares, mais dévastatrices. Leur relation avait été marquée par ça, le refus de Nine de se faire aider, l'impuissance de François. 4 ans après leur rencontre, il en savait toujours très peu sur elle, enfance modeste à Courbevoie, mère disparue précocement, un père professeur, médiéviste médiocre, moralcoolique. C'était une histoire avec beaucoup de passion et pas mal de disputes. Elle était très susceptible, en permanence à fleur de peau. Lui n'était pas toujours bien adroit non plus. Enfin, c'était compliqué entre eux. Si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe dans cet ouvrage, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo pour obtenir le livre audio gratuitement. Comme d'habitude, tous les liens se rapportant à ma chaîne sont également ci-dessous. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. Activez bien la cloche. Vous deviendrez petite plume sonore et aurez la chance de découvrir les prochains livres et contenus avant tout le monde. Je crois que tous les romans parlent de l'époque de celui qui les écrit. Alors, à plus forte raison, lorsque on se livre à ce qu'on appelle communément du roman historique, c'est une catégorie tout à fait discutable sur le plan littéraire, mais en tout cas qui a un avantage pour le lecteur, c'est que ça situe assez bien le registre dans lequel s'inscrit un roman. Alors là, à plus forte raison sur un roman historique, s'il n'est pas le reflet d'une époque, il sert franchement à rien. Et alors la question, c'est quel reflet il propose. Le reflet que propose le roman historique est toujours le reflet qui relève du point de vue du narrateur ou de l'auteur ou du personnage principal lorsque c'est écrit à la première personne. On n'échappe pas à ça, donc la seule manière, à mon avis, de s'en sortir, c'est d'essayer d'être lucide sur ce qu'on a envie de dire de l'époque. Mais oui, rien de la littérature n'échappe à ces conditions de production. J'essaye simplement de proposer une photographie du siècle. Alors évidemment, la littérature est une discipline qui repose essentiellement sur la question du point de vue. Hein. Pour faire court, toutes les histoires ont été racontées, et la seule manière que nous avons d'être un tant soit peu originaux, nous autres modernes, comme dit l'autre, c'est au fond de raconter les mêmes histoires en changeant les points de vue. Donc, raconter le siècle serait très arrogant, très prétentieux, exhaustif, et puis je pense que ce serait vraiment un travail d'historien. Et moi, je choisis dans le roman historique de privilégier le roman sur l'histoire. Donc, plus modestement, de proposer une photographie qui serait la photographie vue par quelqu'un qui est né à ce moment-là, qui a vécu à ce moment-là. Voilà. Ce qui fait d'ailleurs que la peinture du siècle est éminemment contestable. Plein de lecteurs, de lectrices sont tout à fait en droit de dire « je ne reconnais pas le siècle, je reconnais pas le XXe siècle ». C'est un des grands intérêts de la littérature que de prêter à ce genre de discussion. Tous les lecteurs et les lectrices vont se rendre compte qu'en vérité, plusieurs personnages portent en soi à la fois et le silence et la colère. C'est bien de prendre l'exemple de Raymonde, par exemple. C'est une femme qui a toujours vécu dans ce village et elle est expulsée de son village parce que la vallée dans laquelle est abrité le village est destinée à devenir un lac artificiel parce qu'on a construit un barrage hydroélectrique et que ce village doit mourir, doit périr, doit être ennoyé, comme on dit. Et au fond, Raymonde vit une colère intense, celle d'être obligée de partir pour fabriquer de l'énergie pour une région tout entière. Elle est donc une sacrifiée du progrès et en même temps elle est condamnée au silence parce que plus personne n'écoute ça. Plus personne n'a à écouter ce qu'on regarde avec une certaine compassion, mais en même temps que l'on pense être
un mal nécessaire, les victimes d'un mal nécessaire. Donc en fait, on pourrait le dire de Jean, on pourrait le dire de Hélène, on pourrait le dire de plusieurs personnages qui ont à la fois en eux et le silence et la colère. Les années 60, puisqu'on est en 52, donc globalement les années 50-60, sont les années qui vont entamer une période de construction énorme, qui tient à deux facteurs. C'est la fin de la guerre, il y a eu des destructions, il faut reconstruire, et puis en même temps, le pays se développe, il y a un fort taux de natalité, donc un besoin de logements sociaux, etc. Et c'est le début d'une grande vague de villes nouvelles, de construction moderne. Donc le béton occupe une place centrale dans cette période, et je ne pouvais pas parler de la période sans m'y intéresser. Je ne voulais pas le faire à travers les immeubles. Je le ferai peut-être à la fin avec le périphérique, le boulevard périphérique parisien, mais je ne voulais pas le faire avec l'immeuble parce que c'était un peu prévisible et je cherchais quelque chose de plus original. Et j'ai trouvé ce barrage de Tignes, qui en 1952, c'est un barrage dans les Alpes, qui en 1952 a ému la population française. Il y a eu de très bons articles dans France Soir. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, d'un seul coup, découvraient ce qu'était un village condamné au nom du progrès et du modernisme. Donc je trouvais que c'était une bonne manière de parler à la fois du béton et de parler de l'énergie. C'est intéressant de parler d'énergie parce que c'est notre problème actuellement. Au fond, l'énergie, l'énergie, le pétrole, c'est ce qui a fait le réchauffement climatique. Et au fond, dans ces années 50-60, les deux grands vecteurs sont là, le capitalisme et l'énergie, et c'est le capitalisme et l'énergie qui ont fabriqué le réchauffement climatique. Donc nous sommes aujourd'hui dans les conséquences de la période qui est décrite par le roman. Donc il me semblait intéressant d'avoir ce personnage du barrage qui à la fois incarne l'effort de construction, de reconstruction, et en même temps ce besoin d'énergie qui est, à partir des années 50, le baromètre d'une société. On juge, à partir des années 50, on va juger les sociétés en fonction de leur capacité à produire de l'énergie, à l'utiliser. Et c'est en fait naît à ce moment-là la grande maladie dont nous souffrons aujourd'hui, qui s'appelle le réchauffement climatique. Donc il ne s'agit pas de donner des leçons et de se montrer plus intelligent que les gens de l'époque. Les gens de l'époque faisaient avec les moyens qu'ils avaient, et sans doute étaient rares les scientifiques qui avaient la prescience de dire attention, on est en train de fabriquer quelque chose qui dans 70 ans va poser un problème. Donc on n'en était pas là. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'écrire avec des personnages qui seraient plus intelligents que leur époque, ce serait très anachronique. En revanche, je pense que le lecteur et la lectrice, lui, peut faire ce mouvement de voir. Il lit aujourd'hui, en 2023, un roman qui se passe en 1952 et peut, à mon avis, très facilement se rendre compte qu'on est là dans la société qui va créer le problème principal de notre survie. Les années 60-70 sont écrasantes. Ce sont les années du plein emploi, c'est les années où la jeunesse, la courbe de la natalité va grimper. C'est des années dont il est plus facile de se souvenir parce que le début des années 50 sont des années ingrates. En vérité, ces 30 glorieuses ne sont que 20. Les 10 premières sont des années plutôt difficiles. Et 52, qui est la période du roman, c'est vraiment le moment de bascule, c'est-à-dire où on sort des années difficiles pour rentrer dans les années d'abondance, pour faire court. Donc on a plutôt tendance à se rappeler des années d'abondance, et ce qui a été un souvenir absolument émerveillé, les années du plein emploi, où les parents étaient certains que leurs enfants auraient une meilleure destinée qu'eux-mêmes, où finalement on s'équipait, on achetait des frigos, des bagnoles, des téléviseurs, etc. Ça a été une espèce de rêve du capitalisme. Et aujourd'hui, nous sommes dans la fin du rêve. Hein, voilà, le rêve français du capitalisme va se fracasser sur les années 70, les premières grandes crises pétrolières, et va nous conduire aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est. La lecture à voix haute propose... C'est une leçon de Flaubert. Hein. Flaubert expliquait il parlait du gueuloir, c'est-à-dire le moment où il disait son texte à voix haute pour essayer de comprendre ce qui ne marchait pas dans le texte, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, et qui n'était pas audible dans la lecture silencieuse. La lecture silencieuse, c'est la lecture que nous faisons tous. La plupart du temps, on lit silencieusement. Et du coup, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, des défauts, des aspérités, des dialogues qui fonctionnent mal, des descriptions qui ne sont pas bien placées, des paragraphes à intervertir. En fait, la lecture à voix haute
c'est une espèce de révélateur incroyable des qualités et des défauts d'un texte. Alors ça, je m'en étais rendu compte parce que j'ai enregistré moi-même Au revoir là-haut et l'ensemble des 5 livres qui composent pour l'instant la suite romanesque à laquelle je me suis attelé. Et à la lecture de Au revoir là-haut, j'ai eu une vraie révélation de me dire « Ah, je ne me rendais pas compte à quel point je pouvais apprendre de choses sur le texte en le lisant à voix haute. » Donc en fait, comme j'ai lu effectivement pour ma fille beaucoup de livres, je me suis rendu compte de plein de défauts. Enfin, les auteurs, ils auraient peut-être mieux fait de faire comme moi, de les lire à voix haute pour se rendre compte des défauts de leurs livres. Et puis en même temps, c'est la première fonction de la lecture. Rappelons-nous quand même que avant de savoir lire, les hommes se sont racontés des histoires. Et se les sont racontées à voix haute. Avant les générations de l'écrit, avant l'invention de l'écriture, les gens se racontaient déjà des histoires. La tradition, elle était orale. Donc la littérature, à l'origine, est un art oral. Donc la fiction est quelque chose d'abord qui se raconte à voix haute et qui se partage. Donc au fond, la lecture à voix haute nous donne quelque chose des origines de la littérature. C'est une espèce de retour aux sources. Au fond, l'écriture n'est pas forcément la voie royale pour la fiction. Je trouve, moi, que les conteurs sont une voie plus noble que l'écriture. Reste que si le livre n'existait pas, nous ne serions pas là non plus. Et je ne pense pas que la littérature soit une arme décisive dans une lutte comme celle-là, pour des questions de temps, des questions de temporalité, et qu'il faudrait beaucoup de livres, beaucoup de lecteurs pour réussir à mettre un grain de sable dans cet engrenage terrible dans lequel sont enfermés les enfants qui souffrent de troubles de l'apprentissage. Je crois au pouvoir de l'engagement, je crois au pouvoir de la politique, je crois au pouvoir de la conviction, je crois au pouvoir de la parole, mais malheureusement, la littérature est un art lent. Il faut du temps pour lire un livre, il faut du temps pour écrire un livre. La littérature a mis des siècles avant de se constituer. Nous sommes ici dans une magnifique librairie. Il a fallu des siècles pour parvenir à ça. Donc la littérature n'est pas synchrone avec des luttes qui sont urgentes, et celle-ci est urgente parce que nous avons en France, par exemple, plus de 400 000 enfants qui sont malheureux tous les jours. Donc quand des enfants sont malheureux tous les jours, vous ne leur dites pas « attends que la littérature puisse faire quelque chose pour toi ». On essaie de faire autrement.